dans un studio XXL, avec une hauteur de plafond tout à fait impressionnante, ce qui nous permet de nous libérer du masque, parce qu'il ne serait pas question de se rendre malade. Le professeur Dubois est à mes côtés. Nous allons parler aujourd'hui des maladies apparentées à Alzheimer, des maladies dont on parle beaucoup moins que de la maladie d'Alzheimer. Le professeur Dubois va nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. Cette émission, on l'a conçue en 2 parties. Dans la première, on va parler médecine, recherche, diagnostic, traitement avec des neurologues spécialisés sur ces maladies pas toujours très bien connues. Et puis dans la deuxième partie, nous parlerons vie quotidienne avec des aidants, des personnes qui ont accompagné leurs conjoints dans ces maladies et qui nous raconteront comment on peut se débrouiller au mieux pour garder de la vie, comment elles se sont organisées et pourquoi elles ont fondé des associations, parce que ne pas rester seul, c'est vraiment important. Voilà. Donc on commence tout de suite avec vous, professeur Dubois. Quelles sont ces maladies qui ressemblent beaucoup aux maladies d'Alzheimer, mais qui ne sont pas des maladies d'Alzheimer? En quoi sont-elles différentes? Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Recherche Alzheimer. On parle maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Alors pourquoi sont-elles parentes? Merci, chère Agnès. Eh bien, écoutez, je vais essayer de vous expliquer ce que sont ces maladies apparentées. Et pour bien vous le faire comprendre, je pense qu'il faut commencer par comprendre comment fonctionne le cerveau. Finalement, qu'est-ce que c'est que le cerveau? Eh bien, le cerveau, vous savez, ce sont des lobes, lobe frontal, lobe pariétal, lobe occipital et lobe temporal. Et ce qui est intéressant, c'est que ces lobes dialoguent entre eux par des fibres. Et le cerveau, ce ne sont que des fibres, 100 milliards, dit-on. On ne sait pas, mais on dit qu'il y en a 100 milliards. Et ces fibres, finalement, permettent, si vous voulez, un échange comme vous le voyez ici, d'informations d'un point à un autre, comme des autoroutes, finalement. Ces fibres, ce sont des autoroutes qui transmettent de l'information. Et cette information va être traitée dans des structures spécifiques de ces lobes. Vous voyez, et finalement, on voit que le cerveau, c'est un ensemble de modules spécifiques qui va traiter de l'information qui leur est apportée par ces fibres. Et vous voyez, par exemple, là, je représente sur cette diapositive, eh bien, il peut y avoir une usine qui va travailler dans un traitement particulier on va dire, du langage. Et puis à côté, vous en avez une autre qui va s'occuper des informations qui sont autour de la mémoire. Une troisième, ça va être le traitement visuel des informations, etc. Donc, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a dans le cerveau des modules différents qui vont traiter de l'information spécifique qui leur est apportée par ces autoroutes, par ces fibres. Et donc, voilà finalement quelles sont les grandes fonctions que le cerveau va avoir à traiter. Et voilà les régions où ces usines se trouvent. Il y a par exemple un domaine très important qui est le langage. Eh bien, le langage est traité dans les régions frontotemporales de l'hémisphère gauche. La mémoire épisodique, la mémoire personnelle, eh bien, elle est traitée dans une région du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Les gestes intentionnels sont traités dans le cortex pariétal. La reconnaissance des visages, des objets, des lettres, ce qu'on appelle les gnosies, c'est traité dans le cortex occipital. Et puis au-dessus de tout ça, il y a une grande fonction de supervision, de contrôle. Ce sont les fonctions exécutives qui sont contrôlées au sein du cortex frontal. Et quand on représente ça sur le schéma de départ, eh bien vous voyez maintenant, je pense que c'est plus clair j'espère, pour les gens, devant, on va avoir les atteintes frontales qui vont être responsables de troubles du comportement, des troubles des fonctions exécutives. Et puis on va avoir, vous voyez, au-dessous et à l'intérieur du cerveau, les troubles de la mémoire, et puis le trouble du langage quand on a une atteinte de la région temporale, les troubles de l'intégration visuelle quand on a une atteinte du cortex postérieur, en arrière, et puis en haut, des troubles du geste. Alors, maintenant qu'on a ça, qu'on a ces informations, on va pouvoir expliquer ce que sont ces maladies apparentées. Eh bien, il existe un certain nombre de maladies dégénératives du cerveau, la maladie d'Alzheimer, vous le savez, la démence frontotemporale, la démence à corps de Lévy, les aphasies progressives, dont on parlera aussi. Et toutes ces maladies, elles se distinguent par la nature de leur lésion. Par exemple, lésions amyloïdes tau pour la maladie d'Alzheimer, TDP43 pour la démence frontotemporale, par exemple, alpha-synucléine pour la démence à corps de Lévy. Et ce qui est important, c'est que la nature de ces lésions détermine leur localisation. Lésion tau, par exemple, dans la région de l'hippocampe pour l'Alzheimer, inclusion TDP, par exemple, dans les régions antérieures pour la démence frontotemporale. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette localisation détermine les symptômes. Et c'est pour ça que je vous ai fait
cette première diapositive où j'avais mis en place ces régions. On va vous prendre un exemple. L'exemple, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Les lésions de la maladie d'Alzheimer débutent dans l'hippocampe. Donc, on va avoir des troubles de mémoire. Et puis après, ça va diffuser à l'ensemble du cerveau et on aura les autres atteintes. Et je vais vous prendre un deuxième exemple, qui est l'exemple de la démence frontotemporale. Je vous ai expliqué que c'était des troubles du comportement secondaires à une atteinte antérieure du cerveau. Eh bien, vous avez ici l'atteinte antérieure du cerveau. Et il faut regarder la grille de lecture. Elle est à droite. Vous voyez qu'il y a une barre qui va du rouge au bleu. Rouge, ça veut dire que ça marche très bien. Bleu, ça veut dire que c'est froid. Ou vert, vous voyez que ça ne marche pas beaucoup. Eh bien, on injecte une substance, du sucre radioactif, qui va se fixer au prorata de l'activité des cellules. Et normalement, le cortex, ça veut dire écorce, eh bien, tout doit être rouge. Il doit y avoir comment vous dire, une couronne rouge partout. Ce qui n'est pas le cas ici. Ça n'est pas le cas ici. Rouge parce que ça capte bien, ça travaille. Et puis là, ça ne capte pas dans la région antérieure. On le voit, vous voyez, c'est vert. Eh bien, ça veut dire qu'il y a un trouble du fonctionnement dans cette région frontale. Et donc, pour chacune de ces maladies, ce qui est important, grâce à la recherche, on a compris que ce n'est pas la même maladie. Exactement. Et donc, pour chacune, il va y avoir une prise en charge adaptée. Exactement. Et vous avez sur cette dernière diapositive l'ensemble des maladies dont on va parler ce soir, avec en avant la DFT, en arrière la DCL, à l'intérieur, dans la région temporale, l'APP, et puis la maladie d'Alzheimer, l'ensemble. Et puis voilà, c'est pour dire que les lésions de chacune de ces maladies déterminent leur localisation, qui détermine les symptômes. Voilà. Eh bien, on va attaquer justement avec votre collègue Richard Lévy, qui est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à vos côtés, et qui va nous parler justement spécifiquement de la dégénérescence frontotemporale. 5000 personnes touchées environ. Est-ce qu'il est avec nous, le docteur? Est-ce qu'il nous a rejoint? Il est. Je vous entends. Eh bien, c'est formidable. Je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Très bien. Bonjour. Bonjour à Bonsoir, vous. Plutôt. Racontez-nous en quoi cette maladie est différente de la maladie d'Alzheimer. Et puis, ce qu'on a très envie de savoir, est-ce qu'il y a des tests pour pouvoir la dépister et des traitements peut-être? Racontez-nous où on en est aujourd'hui, ce qu'on en sait. Très bien. Écoutez, on ne s'est pas concerté avec Bruno sur le choix des diapositives et la façon de présenter les choses, mais ça montre bien qu'on vient de la même école, puisque pour bien comprendre la maladie dont je vais parler, la dégénérescence lobaire frontotemporale, il faut peut-être la contraster avec la maladie d'Alzheimer, qui est de très loin la plus fréquente des maladies neurodégénératives, puisqu'elle rend compte d'environ 90% des patients atteints de maladies neurodégénératives. Et c'est une maladie qui touche plutôt les personnes après l'âge de 65 ans. Bon, elle commence par des troubles de la mémoire, si on veut bien passer l'animation. Voilà, et donc elle commence par une région, on va dire, sur le plan des symptômes, qui entraîne des troubles de la mémoire. C'est la partie interne des lobes temporaux. Et animation suivante, et ensuite la maladie d'Alzheimer s'étend à l'ensemble des zones impliquées dans les grandes fonctions intellectuelles dont on a parlé, la gestuelle, le langage, la vision, enfin bref, toutes les fonctions mentales qui permettent à notre intellect de fonctionner vont être touchées. Eh bien, ça permet de contraster cette première maladie qu'on appelle la dégénérescence lobaire frontotemporale, si vous voulez bien passer la diapositive suivante, qui est une maladie qui est au moins aussi dramatique que la maladie d'Alzheimer par ses conséquences psychosociales majeures. Mais la première différence, c'est qu'elle affecte beaucoup moins de monde, comme vous l'avez dit, environ 5000 personnes en France. Les chiffres ne sont pas extrêmement précis néanmoins. Le point important, c'est qu'elle affecte des gens beaucoup plus jeunes. Elle commence au moins 10 ans avant la maladie d'Alzheimer en moyenne. Et à la grande différence de la maladie d'Alzheimer, dans de nombreux cas, à peu près un tiers des patients, elle va être due à une anomalie génétique, à une mutation qui va toucher un gène en particulier. Ce qui veut aussi dire que chez les 2 tiers des patients, la maladie n'est pas clairement d'origine génétique. Elle commence à l'avant du cerveau. L'avant du cerveau, c'est le lobe frontal et la partie avant des lobes temporaux. Le lobe frontal, on le voit très bien en gris foncé sur la diapositive. Vous voyez que ça représente environ un tiers du cerveau, donc c'est une énorme région du cerveau. Et lorsque cette zone est touchée, elle va entraîner des troubles du comportement. Et c'est la grande différence avec la maladie d'Alzheimer, qui est d'abord un trouble de la mémoire et des fonctions cognitives, alors que la
dégénérescence lobaire frontotemporale est une maladie du comportement. Donc ça commence très différemment. Et une autre différence majeure, c'est que c'est une maladie qui va être focale dans le cerveau, c'est-à-dire qu'elle va rester localisée, ou du moins pendant une très très grande partie de l'évolution, elle va être localisée dans la zone touchée dès le départ, c'est-à-dire le lobe frontal. Et si elle s'étend, c'est au sein du lobe frontal et des parties antérieures des lobes temporaux. Les Donc, troubles les plus voilà, fréquents, les troubles du comportement les plus fréquents, ça ressemble à... C'est quoi? J'y viens tout de suite. Je vais y venir, mais permettez-moi de terminer. On a des diapos qui sont très proches sur la zone touchée. Cette diapo est pour vous montrer clairement de quoi on parle quand on parle d'atteinte, de dégénérescence du lobe frontal. Si vous regardez l'IRM cérébral, qui est l'image en gris, en contraste de gris, eh bien, vous voyez l'avant du cerveau et puis l'arrière du cerveau. Et si vous regardez l'arrière du cerveau, vous regardez l'avant du cerveau, sur la surface du cerveau, vous voyez des petits sillons, des petites lignes qui rentrent à l'intérieur du cerveau. Et si vous regardez les sillons derrière et si vous regardez les sillons devant, vous voyez que les sillons devant sont très élargis, très importants en taille, alors que les sillons derrière sont beaucoup plus petits. Ça veut dire que l'avant du cerveau est le siège d'une dégénérescence qui va entraîner progressivement une perte de la substance, des neurones qui sont localisés dans cette partie du cerveau, et que cette perte est remplacée par du liquide qui est en noir et qui remplit les sillons. Donc il y a une atrophie de l'avant du cerveau, c'est-à-dire une perte progressive des cellules. Et ça, c'est la structure, c'est l'anatomie quand on fait une photographie de cette anatomie en IRM. Et si vous regardez l'autre planche, la planche colorisée, eh bien, comme vous l'a indiqué le professeur Dubois, vous voyez que sur cette planche qui montre plutôt comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça consomme de l'énergie, eh bien, vous voyez que plus c'est rouge, plus ça consomme de l'énergie, et moins c'est rouge, moins ça consomme de l'énergie. Si vous regardez l'avant du cerveau, eh bien, vous voyez qu'il est nettement moins rouge que l'arrière du cerveau. Cette région qui est atrophiée consomme moins d'énergie. Voilà concrètement ce que ça veut dire. Alors, pour comprendre cette maladie, il faut comprendre ce que fait le lobe frontal dans le comportement. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, le lobe frontal, finalement, on pourrait le comparer d'abord à une tour de contrôle qui reçoit des informations qui viennent de toutes les régions du cerveau et qui envoie ensuite des signaux vers les zones du cerveau qui sont nécessaires pour l'action. Donc tout ce que vous percevez, que ça vienne de l'extérieur ou de l'intérieur de votre corps, de l'extérieur ce que vous voyez, ce que vous entendez, de l'intérieur du corps ce que vous ressentez comme sensation, comme la faim, la soif, tout ça va arriver vers le lobe frontal. Et le lobe frontal va ensuite, à partir de ces informations, émettre une réponse, envoyer un signal vers les zones qui permettent l'action et leur dire voilà, il faut faire telle action. Donc c'est d'abord une tour de contrôle et puis c'est surtout un chef d'orchestre de la pensée volontaire, de la pensée consciente. C'est-à-dire qu'en recevant toutes ces informations, eh bien, il va trier les informations qui sont utiles pour adapter très précisément notre comportement en fonction du contexte. Et les contextes dans lesquels un être humain vit sont des contextes éminemment complexes et variables. Et donc, il va permettre d'ajuster le comportement au contexte dans lequel on est, de donner une valeur précise à un comportement. Il va permettre de prendre une décision qui est basée sur la délibération consciente. Donc, il va nous permettre de juger, de décider ce que l'on va faire. Ça nous permet aussi d'anticiper le futur et de planifier une séquence d'actions ou un raisonnement dans le futur. Et ça nous permet aussi de trouver de nouvelles solutions à des problèmes inédits. C'est ce qu'on appelle la créativité. Donc, vous voyez, le chef d'orchestre, finalement, il ne fait rien de particulier en termes d'outils, mais il utilise tous les outils dont on a besoin. Il utilise tous les musiciens qui sont présents dans l'orchestre que représente le cerveau et il leur indique ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire à un moment donné pour que notre comportement soit adapté. Donc ce sera des comportements inadéquats, c'est ça? Ce sera des comportements inadéquats dans la vie quotidienne qui seront des symptômes d'alerte? Absolument, je vais y venir. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante. Voilà, si on reprend la même idée, c'est que c'est une structure qui n'intervient pas quand on est dans des routines de comportement, un automatisme de comportement. Je perçois quelque chose et je réagis. Ou c'est un comportement que j'ai l'habitude de faire depuis des années, je fais toujours de la même façon. À ce moment-là, je perçois,
je sens la nécessité de le faire et automatiquement l'action se déclenche. Quand on est dans cette situation, on n'a pas besoin du lobe frontal. Maintenant, dès qu'on rentre dans un comportement non routinier, il faut couper la perception immédiate de l'action à venir pour créer un espace mental. Donc il faut voir le cortex frontal comme un espace qui est un espace de délibération dans lequel on va peser plusieurs dimensions de ce qui va être utile pour notre comportement. Le présent, mais aussi le passé, mais aussi l'anticipation du futur, aussi nos besoins propres, la motivation. Et tout ça va nous créer un certain degré de liberté entre ce que l'on perçoit et ce que l'on va faire, et ce qui va nous permettre de faire nos choix de comportement de façon délibérée. Et donc, quand on perd le lobe frontal, on perd cette capacité, en quelque sorte, de libre arbitre qui nous est donnée grâce à cette structure biologique. Et donc, les conséquences en termes de comportement, si vous passez la diapositive suivante, eh bien, c'est tout un ensemble de troubles qui sont liés directement à ça, cette incapacité à réguler le comportement volontaire. Donc, l'incapacité à l'activer, c'est ce qui va donner l'apathie. Les gens font rien, quelquefois, assis sur une chaise, ils manquent de motivation, ils n'initient pas de comportement, ils se désintéressent, ils perdent même leur intérêt social pour les autres, avec une sorte de repli sur soi, un peu égoïste, égocentrique, comme on dit. Ils n'arrivent pas à contrôler des comportements archaïques qui sont en dessous du comportement volontaire et qui font de nous les êtres biologiques que vous connaissez. Ils sont donc désinhibés sexuellement, agressivement, ils peuvent avoir des impulsions, des comportements très archaïques qu'on voit par exemple chez le petit enfant et qu'on ne voit plus à l'âge adulte parce que justement le lobe frontal s'est développé et a permis d'inhiber ces comportements. Donc vous voyez tout un ensemble de comportements, ça va aussi vers des comportements antisociaux quelquefois, pas toujours, de la négligence, des troubles du comportement alimentaire, la précipitation sur le sucré, sur le salé, enfin bref, des comportements qui nous renvoient vers la partie entre guillemets primitive animale de ce que l'on est, et puis des troubles plus complexes du comportement qui sont liés à des difficultés de raisonnement, de jugement, et puis surtout en fait le lobe frontal permet d'avoir une conscience de la conscience, et quand on perd ce lobe frontal, eh bien on n'a plus conscience véritablement que ce que l'on fait est anormalement fait. Voilà. Alors on a beaucoup de questions voilà qui arrivent. C'est compliqué cette visio. On a beaucoup de questions qui arrivent ici par rapport à ce que vous dites, et notamment des personnes qui nous disent comment faire face à l'agressivité et à ces troubles de comportement. Est-ce qu'il y a des médicaments? Est-ce qu'il y a des thérapies non médicamenteuses qui permettent de réagir le mieux possible lorsque ces troubles du comportement sont observés? Il nous reste 2 ou 3 minutes, et donc c'est important qu'on puisse aussi répondre à nos internautes. Bien sûr. Bon, bien sûr. Alors, je veux bien répondre, et puis si on a le temps, je dirais quels sont les défis pour le futur. C'était ma dernière diapo. C'est très difficile, évidemment, parce que quand on utilise des médicaments, rarement on utilise des traitements qui n'ont pour cible que le comportement que l'on veut cibler. Et malheureusement, la plupart des médicaments ont des effets beaucoup plus vastes. Néanmoins, quand les comportements sont extrêmement gênants, on peut tenter de calmer ces comportements avec des médicaments à notre disposition, qui sont des médicaments qu'on utilise beaucoup en psychiatrie notamment, mais qu'on utilise aussi dans ces maladies neurodégénératives à des doses beaucoup plus faibles, parce que les patients sont beaucoup plus sensibles à ces produits. Donc on a quelques traitements qu'on peut utiliser, quelques psychotropes, médicaments qui agissent sur le psyché, que l'on peut utiliser dans ces pathologies. Et puis bien sûr, la meilleure façon de lutter contre ces problèmes de comportement, c'est d'en comprendre la genèse. Alors évidemment, la genèse principale, c'est dans la pathologie biologique, mais il y a aussi des facteurs déclenchants dans l'environnement quelquefois qu'il faut arriver à comprendre, et quand on les comprend, on peut aussi utiliser des méthodes non médicamenteuses pour essayer de lutter contre ces troubles. Alors, avant d'attaquer les grands défis, effectivement, il y a également beaucoup de questions sur cette thématique. On va y venir dans une seconde. Est-ce qu'il y a, nous demandent les internautes, des diagnostics, des prises de sang, des tests pour pouvoir valider ce diagnostic ? Alors, c'est un des grands défis actuels, c'est-à-dire que le diagnostic repose principalement sur l'identification des troubles du comportement. Or, comme vous le savez, le comportement, c'est le comportement normal, un spectre extrêmement large. Ce qui est un comportement normal pour l'un peut être perçu comme un comportement anormal pour l'autre.
Et donc c'est extrêmement difficile, d'autant plus que les troubles débutent de façon très insidieuse. C'est extrêmement difficile de placer le curseur du comportement sur le comportement dit pathologique, si vous voulez. Ça, c'est extrêmement difficile. Et donc, on manque finalement d'outils, notamment au début de la maladie, pour pouvoir porter le diagnostic, et ça rend les choses extrêmement difficiles. C'est un diagnostic très, très difficile à porter. Quand il y a la famille nous aide énormément parce que qui connaît mieux le patient, la patiente que la famille. Et donc, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'il y a un changement du comportement par rapport à ce qu'était la personne avant. En d'autres termes, que la personne n'est plus ce qu'elle était, ce que la famille a connu auparavant. Mais c'est pas toujours simple de mettre en évidence ces troubles du comportement. Donc, on a besoin de biomarqueurs, et ça, c'est un défi pour le futur. Voilà. Et ces biomarqueurs, ils sont en cours de développement. On vous l'avait vu en neuroimagerie, mais l'imagerie, elle est assez tardive dans la mise en évidence des difficultés. Il y a les tests cognitifs qui nous aident beaucoup. Et puis, on l'espère pour le futur, des marqueurs biologiques, parce que ces maladies, comme Bruno Dubois vous l'a dit, sont des maladies qui reposent sur des anomalies de certaines molécules, certaines protéines qui se déposent anormalement dans le cerveau. Et on est en train de développer des techniques pour détecter par la prise de sang ces anomalies moléculaires qui sont présentes dans le cerveau. Donc ça, c'est un des grands enjeux, un des grands défis du futur, c'est le développement de biomarqueurs, parce qu'on en manque cruellement dans cette maladie. Les 3 autres défis dont vous nous parlez. Alors très rapidement, la première chose, vous l'avez compris, c'est que c'est compliqué les troubles du comportement, donc il faut essayer d'avoir des marqueurs comportementaux. C'est un travail que font les neurologues, les psychiatres en association, les neuropsychologues, et évidemment la compréhension des mécanismes cérébraux est essentielle pour pouvoir mieux comprendre ces troubles et ensuite apporter des solutions. Donc le premier défi, c'est de mieux comprendre les troubles du comportement. Le deuxième défi, je viens d'en parler, c'est le diagnostic et donc le développement des biomarqueurs. Le troisième défi, c'est la biologie, si vous voulez, parce que le traitement viendra de la biologie probablement, c'est de mieux comprendre la cascade d'événements pathologiques qui se succèdent dans le cerveau pour conduire de la mèche qui initie le processus jusqu'à la perte des neurones. Et plus tôt on arrive dans ce processus, plus vite, plus tôt on traitera les patients. Donc, c'est des techniques de génétique, de biologie moléculaire pour essayer de comprendre l'enchaînement des événements. Et quand on comprendra bien la cascade de ces événements, alors on peut proposer des traitements. Et donc, évidemment, le quatrième défi, c'est les traitements efficaces. Alors, je dirais que dans ce ciel sombre, il y a quelque part une petite ouverture dans les nuages pour les formes dites génétiques de la maladie. Un tiers des patients, quand même, ont cette maladie due à une mutation. Et chez ces patients, il commence à émerger des essais thérapeutiques qui sont des thérapies géniques, si vous voulez, qui ont pour but de casser le processus pathologique lié à la mutation qui a été identifiée. Donc c'est très léger, c'est une légère brisure, un léger trait de lumière dans le ciel, mais c'est quand même ça par rapport à l'absence de traitement actuellement de ces Alors, pathologies. toutes les fenêtres qui s'ouvrent sont bonnes à prendre, on est bien d'accord avec vous, toutes les fenêtres qui s'ouvrent sont bonnes à prendre. Alors, vous restez avec nous parce que vous participerez là dans quelques minutes à la table ronde avec vos autres confrères, mais on va s'intéresser maintenant à une autre maladie, la maladie de l'aphasie progressive. Et pour comprendre ce qu'est cette maladie, on va regarder quelques images de Stéphanie et Jérôme. Stéphanie souffre de cette maladie, Jérôme est son conjoint et son aidant. Donc je m'appelle Jérôme, j'accompagne aujourd'hui mon épouse qui est âgée de 48 ans, qui souffre d'une aphasie primaire progressive, sémantique, et aujourd'hui je l'accompagne pour son contrôle annuel. Racontez-moi ce que vous voyez sur cette image. Ils sont dans la chambre, on voit c'est la maman qui est avec 2 enfants, c'est avec la fille et le garçon. Et dans son évier, parce que c'est un peu tombé, là, c'était trop humide là, par terre, là. Mais je trouvais que c'était peut-être un peu moins pratique pour elle. Et là, dans la chambre, il faut trouver où est-ce que on peut stocker des choses et puis où est-ce qu'on peut reprendre les fruits et légumes et peut-être la viande
dépend où est-ce que il y a de la place quelque part. Les premiers signes de la maladie sont apparus en 2018, donc au printemps 2018. On était dans un zoo en train de visiter et je me suis aperçu qu'elle avait des difficultés à nommer des animaux. Donc, ça peut être gentil, là. D'accord. Ça, c'est le lit. Ah, ça, c'est... On va Je changer. sais pas. D'accord, on change. Est-ce que vous pouvez lire les mots qui sont devant vous? Ah, la toast. Septième. Septième. Oui, le septième. Almanach. Abdomen. Genre. Alors, les symptômes, principalement, c'est pour comprendre quand il y a des interactions orales, pour comprendre les questions. Comme je vous disais, donc pour nommer les objets, nommer les animaux, mais aussi interpréter les messages oraux. Avant de pouvoir répondre, ça prend un certain temps. Au niveau du métier qu'elle exerçait, de par le rôle qu'elle jouait, elle était ingénieure en sécurité informatique. Il y avait un rôle de communication qui était attendu de la part du management, de la part des collègues, qui n'était plus rempli à cause de son problème de santé. J'avais du coup faire des mises à jour sur des outils là, parce qu'il faut toujours limiter les comptes et les droits. Et moi j'ai compris que souvent c'est bien de mettre à jour les outils et c'est pour ça que j'avais aidé des secrétaires là-dessus. Elles se fait bien, elles ont beaucoup trop de travail à faire, du coup elles étaient contentes que moi je pouvais les aider là-dessus. Le plus gênant en fait, c'est qu'on ne peut pas faire des projets de long terme. Donc c'est plutôt une vie un peu au jour le jour, où en fait le quotidien est rythmé par des petits rituels. Et vous gardez tous les tickets? Oui, parce que moi je trouvais que avec des voisins, là, je trouvais que c'était bien qu'ils devaient savoir que c'était pas trop cher au moins d'acheter là-bas. Parce que quand on va au marché ou chez le maraîcher à côté, c'est beaucoup plus cher. Donc par exemple, si on part en vacances, il y a une période d'adaptation pour reprendre les repères, savoir où les objets se trouvent. Donc ça prend 2-3 jours quand on arrive sur un lieu de vacances pour s'habituer. Les interactions avec les personnes qui ne savent pas d'emblée, c'est pas un problème physique, c'est pas une maladie physique. Donc en fait, quand vous parlez à la personne, vous ne savez pas qu'elle souffre de ce problème. C'est que mon épouse met du temps à interpréter ou même parfois n'interprète pas du tout ce qui lui est demandé. Et pour en savoir plus sur l'aphasie primaire progressive, nous allons rejoindre à Rennes le docteur Serge Béliard, chef du service de neurologie au CHU de Rennes. Bonjour Serge Béliard. Bonjour. Quelles sont les caractéristiques de cette maladie? En quoi est-elle différente de la maladie d'Alzheimer? Alors, si vous pouvez passer la première diapositive, en fait, on est un petit peu... c'est un peu particulier l'histoire de l'aphasie progressive puisqu'on a parlé de maladie d'Alzheimer, on parlera après de maladies à corps de Lévy, en fait qui sont des maladies qui se définissent par des lésions tout à fait spécifiques. Le problème de l'aphasie progressive, c'est que ce n'est pas une seule maladie, mais c'est un syndrome. Alors ça veut dire quoi un syndrome? C'est un tableau clinique mais qui pourrait être dû à plusieurs maladies différentes. Je donne par exemple, pour que ce soit plus simple à comprendre, c'est un peu comme la méningite. La méningite, vous savez que c'est une inflammation des méninges, mais vous avez des méningites qui peuvent être liées à des virus, qui peuvent être liées à des bactéries ou qui peuvent être liées à des inflammations. En fait, l'aphasie progressive, c'est la conséquence de différentes maladies, mais qui ont comme particularité de toucher en priorité le langage avant de toucher d'autres fonctions. Et Bruno Dubois l'a bien montré tout à l'heure. En fait, c'est lié surtout à la localisation. En fait, c'est
plusieurs maladies neurodégénératives différentes qui peuvent donner des troubles du langage qui sont prioritaires parce que finalement, les lésions vont toucher en priorité la zone du langage. Donc, quand on parle d'aphasie progressive, donc, ça veut dire quoi? Aphasie, c'est un trouble du langage. Primaire, ça veut dire que la cause n'est pas liée à une lésion cérébrale, à une tumeur par exemple, ou à un mécanisme autre extraneurologique. Et progressive, ça veut dire que ça apparaît progressivement et que c'est vraisemblablement en rapport avec une dégénérescence cérébrale. Et comme j'ai dit, une dégénérescence cérébrale qui peut être d'origine diverse. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors ça, c'était pour vous montrer en fait le langage. Bruno Dubois l'a montré tout à l'heure. Vous savez que chez le sujet normal, le langage, c'est dans l'hémisphère gauche et en particulier dans les régions centrales de l'hémisphère gauche. Et finalement, le langage, là encore, c'est un ensemble de régions dans l'hémisphère gauche qui vont tous avoir des rôles un petit peu différents, un patchwork. Vous voyez par exemple que quand on est sur la partie antérieure, ce qu'on appelle le lobe frontal, eh bien, on sera plutôt dans le cadre de l'initiation verbale. Certaines régions sont responsables de la programmation des phonèmes, de la syntaxe. Dans les régions plus postérieures, on sera plutôt sur de la compréhension des mots, de la compréhension des phrases, etc. Et donc finalement, vous voyez, c'est quand on aura une maladie dégénérative qui touchera en priorité l'une de ces régions, eh bien, la conséquence, ce sera un trouble du langage, donc une aphasie progressive primaire. Diapositive suivante. Voilà, alors il y a des critères pour mieux comprendre ce que c'est que l'aphasie progressive, mais vous verrez que c'est encore plus compliqué parce qu'il y a plusieurs types d'aphasie progressive. Eh bien, il faut 3 conditions. Il faut que le trouble principal, ce soit un trouble du langage qui peut toucher soit la production grammaticale, la récupération des mots lors du discours, la dénomination des images, la compréhension des mots ou de la syntaxe, ou alors des problèmes d'écriture ou de répétition. Il faut qu'il y ait une préservation relative des autres fonctions intellectuelles, en particulier de la mémoire, et il faut qu'on ait fait des examens pour prouver que c'est bien lié à une dégénérescence cérébrale et pas à autre chose, comme je vous le disais. Diapositive suivante. Alors, quand je vous disais que c'était compliqué, c'est que finalement, il y a plusieurs formes d'aphasie progressive en fonction de là où débutent les lésions dégénératives. Vous avez finalement, vous voyez, 3 grands types d'aphasie progressive. On a parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle le variant sémantique, c'est-à-dire un problème qui est en vert sur la diapositive dans la région du lobe temporal gauche, qui est en fait plus un problème de mémoire sémantique, de perte des connaissances, des concepts, de perte de savoir ce que veulent dire des mots. Eh bien, par exemple, c'est un patient, vous lui direz « va me chercher des carottes » et puis il vous répondra « mais carotte, c'est quoi carotte? Je ne sais pas ce que c'est qu'une carotte ». On pourra même éventuellement lui présenter l'objet, l'image, et il vous dira « moi, je n'ai jamais vu ça ». C'est quelqu'un qui peut aussi avoir des difficultés à identifier les personnes ou à ne pas comprendre les noms propres. On va lui dire « tiens, j'ai vu un tel » et puis il va vous dire « un tel, je ne connais pas, j'ai jamais connu ». Donc, vous voyez, ça, c'est un type d'aphasie progressive, c'est celui qu'on a eu en démonstration. Et puis, vous avez en violet bien une aphasie progressive qui, là, va plutôt toucher la région postérieure du cerveau, la région pariétale, où là, ce seront des gens qui comprendront bien les mots, mais qui auront surtout du mal à les trouver, qui s'arrêteront parce qu'ils ne trouvent pas le bon mot et qui pourront avoir des problèmes de répétition. Et puis, on peut avoir aussi des régions plutôt antérieures du langage qui sont touchées. Et puis là, ça va être d'autres types de troubles du langage, plutôt des gens qui vont avoir du mal à parler, qui vont avoir du mal à articuler. Et voyez qu'en fonction de la localisation, Bruno Dubois l'a dit tout à l'heure, les différentes maladies dégénératives vont avoir des localisations préférentielles. Vous voyez que la maladie d'Alzheimer peut être responsable d'une de ces formes d'aphasie progressive, la forme postérieure qu'on appelle l'aphasie logopénique, et dans 70% des cas liée à une maladie d'Alzheimer focale. Et puis si ça touche d'autres régions du cerveau, ce seront d'autres maladies. On a parlé de la protéine Tau, de la TDP43 tout à l'heure avec Bruno Dubois, vous voyez. Donc c'est un peu ce patchwork, ces aphasies progressives. Il y en a 3 formes, il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas encore été décrites pour le moment. Diapositive suivante. Voilà, alors on parlait et on s'intéresse plus particulièrement à la forme sémantique d'aphasie progressive que vous avez vu. Vous voyez que c'est des patients qui ont des difficultés à dénommer, comme l'a bien dit sur la vidéo qu'on a vue, et des difficultés à comprendre les mots, comme dit, ou les noms propres,
ils nous disent qu'est-ce que c'est un chameau? C'est quoi un chameau? Tu me parles de chameau, c'est quoi un chameau? Et souvent, associé à cette difficulté de compréhension des mots, on s'aperçoit que c'est l'ensemble du concept qui disparaît. Ils ne reconnaissent plus les gens, ils ne reconnaissent plus les objets, ils croisent des gens dans la rue qui pourtant les connaissent bien, qui leur donnent leur nom, qui leur parlent, mais ils ne savent plus du tout de qui il s'agit. C'est leur mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire des connaissances, des concepts qui s'étiole petit à petit. Diapositive suivante. Alors, 2 petites diapositives pour finir. L'une pour montrer un peu comment on va tester ces patients. Alors, bien entendu, on va les interroger et ils vont nous dire que ils viennent non pas parce que quand ils vont nous dire j'ai des troubles de mémoire, mais on va bien sûr leur demander mais c'est quoi des troubles de mémoire? Et là, on va leur dire mais c'est quoi? C'est l'oubli des choses récentes de ce que vous avez fait, comme ce qu'on aurait dans la maladie d'Alzheimer. Et ils disent non, non, c'est pas ça. Moi, c'est avec les mots que j'ai des problèmes. Soit j'ai du mal à trouver les mots, dans certains cas, soit j'ai du mal à comprendre, soit j'ai du mal à m'exprimer, etc. Et donc, on va essayer de tester ces différents composants du langage, la dénomination, la compréhension, la répétition, etc., dans une petite échelle qui s'appelle l'échelle Paris, qui a été développée par l'équipe de Bruno Dubois, et pour d'autres, mais enfin, cette petite échelle est très utile. Donc voilà, et puis on va montrer que ces patients ont surtout des troubles du langage et très peu d'atteinte des autres composants cognitifs, des autres composants du cerveau. Diapositive suivante. Oui, pour être juste faire une petite parenthèse, quand même être rassurant pour les nombreuses personnes qui oublient des mots ou qui ne retrouvent plus le nom. Là, on ne parle pas d'oubli qui arrive comme ça dans la vie quotidienne, mais de problèmes qui sont récurrents, qui sont importants, qui sont intenses, qui perturbent la vie quotidienne. C'est bien de cela que vous parlez et d'où l'importance de ces tests. Bien sûr. Absolument. Bien sûr, c'est tout à fait la question et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on teste les gens. C'est parce que beaucoup de personnes, surtout avec l'âge, vont avoir du mal à trouver les noms propres, vont avoir même du mal à trouver le nom bien spécifique quand ils cherchent un nom spécifique. Pourquoi? C'est parce qu'avec l'âge, notre bibliothèque de noms différents qu'on a eu dans notre vie est de plus en plus important et pour aller chercher le nom précis, c'est beaucoup plus compliqué parce que il faut faire un chemin beaucoup plus compliqué et trier le bon nom. Ça, c'est très habituel avec l'âge. Là, on parle vraiment de patients pour lesquels même les accompagnants disent mais c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude, je suis obligé de t'aider. D'habitude, c'était pas comme ça. C'est récurrent, c'est tout le temps, c'est pas de temps en temps, et c'est souvent d'ailleurs, quand les accompagnants se rendent compte qu'il se passe quelque chose, que là il faut vraiment s'interroger. Si c'est que le patient, souvent on est assez mal, les bons témoins de ce qui se passe dans notre cerveau. On a un peu tendance, et c'est normal tous, à s'inquiéter, mais quand c'est les familles qui s'inquiètent en disant non, je viens avec lui parce que vraiment il se passe quelque chose, c'est bien entendu là qu'il va falloir s'inquiéter. Alors à vous écouter, il y a beaucoup d'internautes, oui on va y venir tout de suite à la prise en charge, mais à vous écouter, il y a beaucoup d'internautes qui nous disent j'entends je vois ces symptômes, mais quel délai pour avoir une prise en charge? Comment est-ce qu'on fait pour avoir un rendez-vous médical sans attendre des délais qui sont extrêmement longs? Comment améliorer cette prise en charge? Est-ce qu'il y a des réponses, des conseils? Est-ce qu'il faut s'orienter directement dans des services spécifiques? Qu'est-ce qu'on peut répondre aux internautes qui s'interrogent? Je crois que la première chose, c'est d'aller déjà voir son médecin généraliste et de parler de son inquiétude et puis de voir déjà avec le médecin généraliste si effectivement lui estime que c'est quelque chose de relativement banal, mais si on n'est pas satisfait ou si on a un doute, effectivement à ce moment-là, il faut aller dans une consultation mémoire spécialisée. Il y en a sur tout le territoire. Alors les délais peuvent être relativement longs, ça peut être quelques mois, mais c'est généralement quand même aux alentours de 3 mois dans une consultation spécialisée ou vers un neurologue spécialiste de ville, et c'est lui qui a plus l'habitude de ces pathologies du langage, de ces troubles du langage, et il pourra effectivement commencer à faire les premiers tests, et puis ensuite il faudra faire, comme on l'a dit pour les autres maladies, il faudra faire une IRM, il faudra faire peut-être un PET scan, il faudra aller voir un orthophoniste, faire des tests pour se dire que finalement, est-ce que nos troubles sont simplement une plainte ou est-ce qu'il y a un trouble objectif? C'est-à-dire un trouble objectif, quand on fait les tests, comme on l'a dit, ceux-là ou d'autres, est-ce que
objectivement, on peut se rendre compte que ce n'est pas comme les gens de notre âge. Hein. Mais donc, je pense avant que de la vous laisser première étape terminer reste- sur avant de vous laisser terminer sur la prise en charge, simplement rassurer les internautes et vous dire à chacun de vous que vous repartirez à la fin de cette émission avec une boîte à outils dans laquelle il y aura un certain nombre d'adresses, de conseils très pratiques pour vous épauler si justement les délais vous paraissent disproportionnés. Le docteur nous parle de 3 mois, ça paraît très long 3 mois, mais parfois c'est manifestement plus. Donc effectivement, on a besoin d'être aiguillé et d'être bien orienté. Je vous laisse terminer sur la prise en charge. Voilà, 3 mois, oui, c'est une moyenne, donc ça dépend effectivement un petit peu des régions. Alors, simplement, la prise en charge, on aimerait une prise en charge qui dépend de la maladie elle-même, mais comme je vous l'ai dit, hein, vous l'avez vu, ça peut être lié à plusieurs maladies. Donc, bien entendu, on se reportera vers la maladie. On sait qu'il y a des traitements qui sont en train d'être développés pour la maladie d'Alzheimer. Dans certains cas, si notre trouble du langage est lié à une maladie d'Alzheimer, eh bien, ces patients pourront bénéficier de ces traitements. Mais la particularité des aphasies progressives, c'est qu'on peut aussi leur proposer une rééducation, une prise en charge orthophonique. Hein. Et dans la diapositive qui a disparu, mais je dirais qu'il y a plusieurs objectifs dans une prise en charge orthophonique. C'est soit de restaurer certains concepts, et ça c'est surtout valable dans ce qu'on avait appelé le problème sémantique. C'est-à-dire que dans le problème sémantique, on s'aperçoit que les patients, finalement, eh bien, ils perdent les concepts qu'ils n'utilisent pas tous les jours. Et on se rend compte que finalement, on est capable de leur faire réapprendre des concepts régulièrement en réactivant certains réseaux du cerveau. Puis de temps en temps, eh bien, on va utiliser plutôt des méthodes de contournement qui vont nous permettre d'utiliser des fonctions qui sont encore préservées pour pouvoir un peu améliorer le langage. Et puis de temps en temps, quand les troubles du langage sont malheureusement importants, eh bien, le principe ou l'intérêt, ça va être de permettre de manière palliative de trouver d'autres capacités, d'autres modes de communication. Parce que le langage, avant tout, c'est un mode de communication. Ça nous permet de dire nos besoins et d'exprimer nos besoins et nos émotions et nos pensées. Et il y a d'autres modes que le langage. D'ailleurs, il y a des gens qui peuvent il y a du langage, bien sûr, chez les sourds-muets, mais vous voyez qu'on peut aussi échanger nos émotions, échanger nos envies par d'autres méthodes que d'utiliser le langage oral. Voilà, donc il y a des choses à faire, en tout cas. Ça, c'est vraiment important. Il y a des choses à faire et on va creuser ça ensemble dans une seconde lors de notre table ronde. Restez avec nous. On va s'intéresser maintenant à la maladie à corps de Lévy. Et une personne que vous connaissez sans doute connaît très bien cette maladie et en parle très bien. C'est Catherine Laborde. On l'écoute. Association des aidants et malades à corps de Lévy. Nous sommes des malades qui restons lucides jusqu'au bout. Parfois on s'angoisse, parfois on est en paix. Parfois on hallucine et puis ça disparaît. Vous l'avez compris, vous le vivez peut-être vous-même, c'est une maladie avec des fluctuations parfois très désagréables, mais qui pour autant ne sont jamais définitives. Nous sommes extrêmement sensibles au stress, mais nous sommes aussi extrêmement sensibles au bonheur. Et pour creuser cette maladie, nous allons rejoindre le docteur Frédéric Blanc, neurogériatre. Mais oui, nous avons réussi, je le vois. On a passé la frontière, là, vous voyez, je vous dis tout. Le docteur Blanc prend une petite parenthèse au cours d'un déplacement. Vous êtes à Barcelone, j'espère que tout va bien se passer. Racontez-nous quelles sont les spécificités de cette maladie à corps de Lévy. Ah, alors, un petit problème de micro, je crois. Est-ce que votre micro est bien ouvert? Parce que moi, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si Pardon, c'est moi qui avais oublié. Tout va bien. Oublié. Quelles sont les particularités de cette maladie à corps de Lévy? Oui, alors bonjour à toutes et tous. Très heureux d'être avec vous pour vous parler de la maladie à corps de Lévy. Alors, la maladie à corps de Lévy, c'est une maladie très fréquente, puisque elle représente quand même 15 à 20% des malades atteints de troubles neurocognitifs importants, ce qui veut dire que ça représente au moins 150 000 personnes en France. Donc, vous voyez, comparativement à ce dont nous parlait Richard Lévy sur la maladie frontotemporale, on est sur des chiffres beaucoup plus importants. C'est quand même moins important que la maladie d'Alzheimer, où il y a environ, en tout cas au moins 800 000 personnes en France.
Alors, cette maladie à corps de Lévy, elle a une particularité, c'est qu'au début de la maladie, c'est pour ça que je vous montre ce neurone schématisé qui est extrait d'un article paru dans Nature Medicine en 2017, elle a une particularité, c'est que le neurone dysfonctionne à tous les endroits. Il y a un mauvais fonctionnement du noyau du neurone, il y a un mauvais fonctionnement de tous les petits organites autour du neurone, à l'intérieur du neurone, pardon. Il y a notamment un mauvais fonctionnement de la mitochondrie, qui est la centrale énergétique du neurone. Et puis, il y a un mauvais fonctionnement aussi de la synapse, si bien qu'on a tendance à parler de synaptopathie pour la maladie à corps de Lévy, ce qui sous-entend aussi, et ça c'est intéressant, qu'au début de la maladie, notamment au stade prodromal de la maladie, il n'y a pas forcément de destruction neuronale. Hein, c'est plus un dysfonctionnement des neurones, et c'est ce dysfonctionnement qui s'accumule qui fait qu'à un moment donné, les neurones peuvent disparaître dans un second temps, mais initialement, ça n'est pas le cas. Voilà, donc la maladie à corps de Lévy, une maladie, si vous voulez, de dysfonction neuronale et de dysfonction des synapses. Alors, plus globalement, Bruno Dubois tout à l'heure disait que c'était une maladie qui atteignait l'arrière du cerveau. En réalité, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que c'est une maladie qui peut atteindre de façon diffuse le cerveau, hein, puisque son autre nom, c'est la maladie à corps de Lévy diffus, c'est-à-dire que vous retrouvez des corps de Lévy un peu partout dans le cerveau des patients qui sont évidemment à des stades évolués de la maladie. Initialement, les descriptions montrent que les premiers corps de Lévy qui apparaissent sont souvent au niveau des bulbes olfactifs, c'est-à-dire juste au-dessus du nez, cette partie, si vous voulez, du cerveau qui permet de sentir les odeurs, hein, donc ce qu'on appelle les bulbes olfactifs. Et puis secondairement, nous avons démontré, je vous le montrerai tout à l'heure, qu'il y a une implication de l'insula, qui est le 5e lobe du cerveau, hein, puisque en réalité il n'y a pas 4 lobes cérébraux, mais 5 lobes cérébraux. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, la maladie à corps de Lévy, elle se définit avant tout cliniquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de biomarqueurs sanguins, il n'y a pour l'instant pas de biomarqueurs dans la ponction lombaire, il n'y a pas d'examen d'imagerie qui puisse nous donner avec certitude le diagnostic de maladie à corps de Lévy. Donc c'est avant tout un travail clinique, un petit peu comme dans une maladie psychiatrique, hein, puisque dans les maladies psychiatriques, vous savez qu'il n'y a pas de biomarqueurs. On ne fait pas un diagnostic de maladie bipolaire, par exemple, avec une prise de sang. Eh bien, dans la maladie à corps de Lévy, c'est un peu la même chose. Alors, je vous ai résumé ici les principaux symptômes de la maladie à corps de Lévy. Alors, dans un premier temps, si vous voulez, il y a des troubles cognitifs. Alors, on pourrait dire même des troubles cognitifs et comportementaux. Mais dans les critères, c'est les troubles cognitifs qui sont au premier plan. Ils peuvent être légers, c'est-à-dire que ça n'a pas de conséquences dans les activités courantes du patient, ou alors ça peut être majeur ou important, et à ce moment-là, ça a des conséquences dans les activités courantes du patient. Au-delà de ces troubles cognitifs, comme on l'a dans la maladie d'Alzheimer, dans la maladie frontotemporale, eh bien, il y a d'autres symptômes. C'est-à-dire que la maladie à corps de Lévy, ça n'est pas qu'une maladie cognitive. Vous avez aussi donc potentiellement des fluctuations cognitives ou de vigilance. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les patients peuvent avoir tendance à s'endormir ou à être somnolents. Ça veut dire aussi que les patients peuvent à certains moments suivre des conversations, puis à d'autres moments en être moins capables ou voire incapables. C'est ça les fluctuations cognitives ou de vigilance, mais on va y revenir parce que c'est sans doute le symptôme qui est le plus difficile pour les patients atteints de maladie à corps de Lévy. Ce sont des patients qui peuvent avoir aussi des hallucinations visuelles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression, si vous voulez, de voir par exemple des personnes, de voir des ombres. Au tout début, ça sera beaucoup plus discret. Ça sera plutôt ce qu'on appelle des hallucinations mineures, c'est-à-dire des sensations de passage, par exemple l'impression de voir passer quelque chose sur le côté. Ce sont des patients qui peuvent avoir aussi ce qu'on appelle des troubles du comportement, sommeil paradoxal. Alors en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des patients qui vont se plaindre de cauchemars ou de rêves très vifs, ou alors ne se plaindre de rien, parce qu'ils ont l'impression de très bien dormir, et c'est plutôt le conjoint qui va dire
cette nuit, tu m'as donné des coups de pied, ou alors tu es tombé, ou alors tu as crié. Voilà, ça c'est ce que peuvent décrire éventuellement les conjoints de patients qui ont un trouble du comportement sommeil paradoxal. Des symptômes qui arrivent vers quel âge généralement? Est-ce qu'il y a un marqueur de l'âge? L'âge, c'est après 50 ans, c'est-à-dire que vous avez très rarement des patients qui ont moins de 50 ans et qui développent une maladie à corps de Lévy. Par contre, au plus on avance en âge, au plus vous avez un risque de développer une maladie à corps de Lévy. Et donc, par exemple, il y a beaucoup plus de corps de Lévy après 85 ans que avant 85 ans. Donc, après 50 ans, et puis ça va crescendo avec un maximum au-delà de 85 ans. Le syndrome parkinsonien, alors lui, le syndrome parkinsonien, c'est cette lenteur physique, cette rigidité physique qui lui apparaît secondairement. Il est souvent peu ou pas présent au début de la maladie, et ce n'est que dans un second temps qu'il apparaît. Voilà les 4 principaux, si vous voulez, critères, en plus du critère principal qui est le trouble cognitif. Et pour dire qu'il y a une maladie à corps de Lévy possible, il faut un de ces 4 critères. Pour dire qu'il y a une maladie à corps de Lévy probable, il faut 2 de ces 4 critères. Donc voilà, c'est assez simple finalement, mais c'est simple à condition qu'on soit attentif aux symptômes. Alors peut-être diapositive suivante. Oui, alors les fluctuations, je voulais insister sur les fluctuations parce que les fluctuations ont des conséquences fortes pour le patient. Le patient peut avoir l'impression de rater des moments de la journée. Il peut se plaindre de somnoler ou d'être obligé de faire la sieste alors qu'il ne faisait pas la sieste auparavant. Alors au début, il va faire 1 heure de sieste et puis après, il fera 2 heures de sieste et parfois, il fera une demi-journée de sieste. C'est assez impressionnant. Les idées ou bien même le langage s'embrouille. Donc vous pouvez avoir des patients dont on va avoir l'impression qu'ils viennent de faire un accident vasculaire cérébral parce qu'ils ont du mal à parler. Ils ont du mal à parler pendant 1 heure, pendant 3/4 d'heure, pendant une demi-heure, ou alors ils ont du mal à articuler. Et en fait, c'est simplement une fluctuation du langage dans la maladie à corps de Lévy. Vous avez aussi des patients donc, qui vont avoir des idées qui s'embrouillent momentanément. Alors quand je dis momentanément, ça peut être quelques secondes, ça peut être 1 minute, ça peut être 1 heure, ça peut être toute la journée, ça peut être plusieurs semaines. J'ai même eu une patiente qui était en pleine fluctuation pendant plusieurs mois. J'en ai eu plusieurs d'ailleurs, des patients qui ont fait une fluctuation très longue sur plusieurs mois. Alors évidemment, c'est pesant psychologiquement, sauf si le patient, et ça c'est plutôt dans un second temps, quand la maladie est plus évoluée, à un stade sévère, est peu conscient de ces fluctuations. Voilà. Mais au début, souvent, le patient est assez conscient de ce qui se passe. La diapositive suivante. Alors, pour les proches, ça a aussi des conséquences fortes, ces fluctuations. Parce que ça peut être d'abord très surprenant. Alors, par exemple, vous avez des patients qui peuvent développer un syndrome de Capgras à certains moments. Alors, qu'est-ce que c'est que le syndrome de Capgras? C'est en fait ce qu'on appelle un phénomène de reduplication de personnes. Dit autrement, c'est souvent le proche ou un proche qui, à ce moment-là, ne sera plus ressenti comme étant ce proche-là par le patient. Il va lui ressembler pour le patient va dire « mais vous lui ressemblez, mais vous n'êtes pas ma femme, par exemple. Vous êtes une autre, vous êtes son sosie. » Voilà. Et alors, ça, vous pouvez l'avoir, le patient peut l'avoir pendant 1 heure dans la journée, il peut l'avoir pendant toute une journée, et puis ne plus l'avoir pendant un moment. Donc, il y a même des fluctuations, si vous voulez, comportementales. Il y a aussi ces périodes d'endormissement dans la journée, sans raison évidente. Là, ça peut être compliqué, ces endormissements, parce que le conjoint a envie de sortir, ou le proche aidant a envie de sortir, et puis il est prévu de sortir, puis le patient s'endort dans la voiture, ou s'endort alors qu'on est chez des amis. Et puis, donc on voit quand même beaucoup de comportements très différents de ce qu'il y avait avant. Je vois le temps qui passe et on a beaucoup de questions sur les traitements. Donc je crois que là on a bien compris que c'est effectivement dans les comportements des choses extrêmement différentes de ce qui se passait avant que la maladie arrive. Et d'ailleurs on va avoir l'occasion d'en parler avec les familles. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est en termes de traitement? Est-ce qu'il y a des espoirs? Est-ce qu'il y a une prise en charge particulière pour cette maladie? Alors, les traitements, ils sont doubles, ils sont pharmacologiques, non pharmacologiques. Pharmacologique, c'est le traitement médicamenteux. Donc, pour le traitement médicamenteux, actuellement, nous avons des traitements symptomatiques pour chaque symptôme. Des traitements pour les troubles cognitifs, qui est le même que celui qu'on utilise dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la cholinesterase, rivastigmine, donépézil, mais qui est plus efficace dans la maladie à corps de Lévy que dans la maladie d'Alzheimer.
On a des traitements pour les troubles du comportement sommeil paradoxal. Ce qui marche bien, c'est la mélatonine à libération immédiate, qui permet de grandement diminuer ces troubles du comportement nocturne. On a des traitements pour les hallucinations. Quand ces hallucinations sont envahissantes, quand elles s'accompagnent d'un délire, c'est ce qu'on appelle la clozapine, qui est le plus souvent utilisée à des toutes petites doses, un quart de comprimé de 25 mg. Mais attention, le risque, c'est que d'autres traitements neuroleptiques soient utilisés, et ces autres traitements neuroleptiques sont très délétères, puisque les patients atteints de maladie à corps de Lévy ont une sensibilité négative aux neuroleptiques dans plus de 80% des cas, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir grabataires, c'est-à-dire ne plus bouger, avoir des grosses fluctuations cognitives, avoir des Donc là, vous êtes en train de nous dire que là, vous êtes vraiment en train de... Vous êtes en train de nous dire qu'avec une prescription mal adaptée, par exemple parce qu'on n'a pas bien dépisté la maladie, on peut faire des ravages chez ces patients et que c'est vraiment important d'être extrêmement attentif. C'est gravissime, effectivement. Ne pas faire le diagnostic de maladie à corps de Lévy et derrière mettre en route un traitement qu'on appelle un neuroleptique, en tout cas un neuroleptique inadapté, peut avoir des conséquences gravissimes pour les patients. Évidemment. Écoutez, ça c'est vraiment une particularité de cette maladie. On va élargir, on a beaucoup de questions sur l'aspect génétique. J'ai demandé au professeur Dubois de nous rejoindre et peut-être que le docteur Serge Béliard aussi est pas loin de nous. Beaucoup de questions sur le côté génétique. Donc je vais commencer avec vous peut-être. Est-ce que pour la maladie à corps de Lévy, il y a une grosse part de génétique, beaucoup de peur de transmettre à ses enfants si l'un des conjoints est touché par exemple ? Alors, globalement, non. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la maladie à corps de Lévy par rapport à la part génétique. Pourquoi ? Parce que c'est pas une maladie qui commence avant 50 ans. Et on sait que des maladies neuroévolutives qui commencent à 50 ans, elles peuvent souvent avoir une origine génétique, comme par exemple dans la maladie frontotemporale. Dans la maladie à corps de Lévy, c'est pas le cas. Par contre, il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque génétique, notamment la glucocérébrosidase ou GBA, et puis le gène de la GBA, le gène de l'ApoE4 ou de l'ApoE dans sa définition ApoE4 plutôt que E2, E3, sont deux facteurs de risque de la maladie à corps de Lévy. Mais ça n'est pas parce qu'on a ces gènes qu'on va forcément développer la maladie à corps de Lévy. Quand on a ces gènes, on a un petit risque supplémentaire. Professeur Dubois, c'est une question qui revient beaucoup, la question de la génétique pour l'ensemble de ces maladies apparentées. Qu'est-ce qu'il faut dire aux internautes ? Je trouve que la réponse qui vient d'être donnée par le docteur Blanc et le professeur Blanc est tout à fait intéressante. Et c'est exactement ça. Si vous voulez, pour faire comprendre le message qu'il a voulu faire passer, c'est que on sait par exemple que le fait de fumer augmente le risque de cancer du poumon. Très bien. La cause, elle est directe. Très bien. Le fait d'avoir un briquet dans sa poche n'augmente pas le risque de cancer du poumon, en théorie. Mais c'est vrai que c'est un facteur de risque que vous avez à ce moment-là. Parce que si vous avez un briquet dans votre poche, c'est que probablement que vous fumez. Donc c'est la différence entre si vous voulez, la liaison établie entre un gène et la survenue de la maladie. Et là, comme il l'a dit, c'est toujours dans des formes jeunes. Ça peut se voir dans la démence frontotemporale, exceptionnellement dans le corps de Lévy, un peu dans la maladie d'Alzheimer, mais toujours chez les gens jeunes. Mais en revanche, il y a des facteurs de risque qui augmentent le risque éventuellement de développer la maladie. Mais l'augmente de très peu, Donc tout ça pour dire qu'en gros, ces maladies, mis à part la démence frontotemporale, ne sont pas génétiques. Généralement pas génétique. Donc ça c'est important. Si votre proche est touché, ça ne veut pas dire que ses enfants le seront aussi. Exactement. Dans l'immense majorité des cas. En revanche, il peut y avoir dans des familles ce qu'on appelle des agrégations. On a l'impression que c'est un peu plus fréquent que tout à fait par hasard. Mais ça reste très 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 marginal et le risque est extrêmement faible. Alors on a beaucoup de questions aussi sur le diagnostic. Comment est-ce qu'on peut être sûr du diagnostic ? On a bien vu avec les interventions précédentes que c'est des faisceaux de preuves, mais pas une prise de sang qui va nous dire « Ah oui, ça y est, c'est cette maladie ou telle autre ». Comment est-ce qu'on progresse dans cette direction ? Alors je veux dire que là, le diagnostic, c'est comme les écoles de cuisine. À Lyon, je crois qu'on fait très très bien la cuisine parce qu'il y a des bouchons et que de cuisinier en cuisinier. Voilà. Et ben la médecine, c'est la même chose. Il y a de très bonnes écoles de médecine en France, notamment en neurologie.
la France est une bonne école de neurologie. Et donc, on a cet intérêt pour la clinique. Et les gens que vous avez interrogés là, ce sont justement des gens de grande qualité. Non, mais donc, c'est d'aller vers des équipes spécialisées qui nous donnera les meilleures chances, en fait, d'être bien suivis. C'est la compétence des cliniciens qui va affirmer et qui va établir de façon formelle un diagnostic. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas... Alors, on a à l'appui de cela, il y a quand même des arguments de neuroimagerie qui aident beaucoup. Ça a été présenté par le professeur Lévy, ça a été montré aussi. Vous savez, il y a des particularités à l'IRM ou ce qu'on appelle en PET scan qui peuvent aider au diagnostic. Mais en réalité, c'est l'expérience du clinicien. Et il y a vraiment, je vous dis, en France, dans tous les CHU, il y a de très très bonnes écoles de neurologie. Alors en termes de traitement, on a vu aussi que les choses diffèrent beaucoup d'une maladie à l'autre. Frédéric Blanc nous a parlé de médicaments qui peuvent être utiles pour les personnes touchées par ces maladies. Pour d'autres pathologies, ce sera de la rééducation ou des thérapies non médicamenteuses. Est-ce que vous avez l'impression qu'on progresse ? Est-ce qu'on a de l'espoir à offrir aujourd'hui aux internautes ? Oui, alors l'espoir, il faut bien distinguer deux choses. Il faut distinguer ce que sont les traitements symptomatiques, dont on pense qu'ils améliorent les symptômes, ou qui peuvent diminuer certains symptômes. Par exemple, on peut essayer d'améliorer les capacités attentionnelles dans le corps de Lévy, mais on peut aussi essayer de diminuer, comme l'a rappelé le docteur Lévy aussi, Richard Lévy, on peut aussi essayer de diminuer l'agressivité. Donc là, on joue sur les symptômes. On fait comment pour diminuer l'agressivité ? Ça, c'est une des questions qui revient pour plusieurs des maladies. Alors d'abord, il faut repérer pourquoi il y a cette agressivité. Il y a cette agressivité parfois parce qu'il y a des blocages ou parce qu'il y a il y a de l'angoisse. Il y a une situation qui est le sujet n'a plus l'emprise sur son environnement. Il est inquiet. Voilà. Donc il faut l'apaiser. Il y a cette démarche d'apaisement, de bien comprendre ce qu'il y a derrière. Et puis il y a des médicaments qui sont ce qu'on appelle les thymorégulateurs, qui peuvent réguler un peu le comportement émotionnel. Et puis enfin, si vraiment l'agressivité est importante, il faudra aller peut-être jusqu'à utiliser, comme l'a rappelé tout à l'heure le professeur Blanc, des neuroleptiques à dose très filée, voire, ou éventuellement des médicaments qui vont dans cette classe de psychotropes qui relâchent un peu l'agressivité et l'anxiété. Alors, on a plusieurs questions. Peut-être Serge Belliard ou Frédéric Blanc peut nous y répondre sur à vos souhaits, sur des témoignages qui nous disent que faire quand la personne refuse le suivi médical. J'imagine que c'est des situations que vous rencontrez régulièrement. Serge Belliard, Frédéric Blanc, peut-être... Serge Belliard, je vous écoute. Oui, c'est un gros problème. Alors, ça dépend aussi des maladies. C'est vrai que dans la maladie d'Alzheimer, ça dépend aussi du stade où on prend les patients, parce que quand les patients, on les prend très précocement, ils sont souvent tous conscients de leurs troubles. Et du coup, c'est plus facile de leur expliquer pourquoi est-ce qu'il faut consulter. C'est plus difficile, effectivement, quand on a des patients qui ont des maladies évoluées et tout dépend de quel type de maladie. Dans la maladie à corps de Lévy ou dans la maladie d'Alzheimer évoluée, parfois, effectivement, on a un refus. Et puis, par contre, par exemple, dans la maladie frontotemporale, eh bien, comme les patients sont un peu moins conscients, eh bien, finalement, ils acceptent plus facilement qu'on les mène dans tel ou tel endroit. Dans l'aphasie progressive dont on a parlé, en fait, au départ, il n'y a qu'un trouble du langage, mais il reste une bonne conscience du trouble, donc les patients généralement acceptent de consulter. Alors, quoi faire quand on a un refus ? C'est très compliqué parce que le patient doit quand même aussi rester maître, on va dire, de sa prise en charge. Donc, il faut essayer de rassurer, il faut essayer de faire intervenir des personnes en qui la personne a confiance. Ça peut être par exemple les enfants qui peuvent parfois mieux expliquer les choses, ou en tout cas où le patient peut être plus tolérant vis-à-vis de leur avis. Donc réussir à convaincre, en fait, prendre le temps et réussir à convaincre la personne que ça va lui faire du bien. Est-ce que c'est plus facile, Frédéric Blanc, quand il s'agit de prescrire un médicament auquel peut-être les personnes sont plus habituées ? Oui, alors peut-être un complément d'information. Je pense que quand on est chez des patients qui sont déjà à des stades évolués de la maladie et qui ne souhaitent pas venir en consultation ou ailleurs, il y a la possibilité de faire venir au domicile alors ils ne sont pas forcément spécialistes de la cognition, mais ce sont souvent des gériatres, ce sont les unités mobiles de gériatrie
qui se déplacent à domicile et qui peuvent donner un avis à domicile. En général, c'est un médecin, une infirmière qui se déplace à domicile. Ça, je pense que c'est tout à fait important. Évidemment, le point principal, c'est avant tout le médecin généraliste. Là, j'imaginais la question, en fait, où finalement, même avec le médecin généraliste, le patient ne se déplace pas. Alors, quand il s'agit de traitement, oui, quand il y a un traitement, c'est évidemment plus simple. Le patient est plus motivé, la famille est plus motivée pour bénéficier d'une prise en soin. Mais je crois qu'il ne faut pas négliger la prise en soin non médicamenteuse. On a parlé tout à l'heure de la remédiation cognitive avec, par exemple, une orthophoniste ou un orthophoniste. Il y a le kinésithérapeute aussi, dont on peut avoir beaucoup besoin pour les troubles de la marche, notamment dans la maladie à corde de Lévy, mais aussi dans la maladie frontotemporale, parce que ça peut apparaître à des moments dans la maladie frontotemporale. Donc tout ça fait partie d'une prise en soin globale. On a beaucoup à dire. Alors là, on a des questions sur la progression de la maladie. Est-ce que les maladies évoluent de manière très différente les unes des autres, ou est-ce qu'il y a toujours une évolution sur plusieurs années, parfois plus longtemps? Elles évoluent de façon très différente les unes des autres. La maladie à corde de Lévy est une maladie qui peut durer longtemps et qui reste avec des paliers comme le rappelait tout à l'heure le professeur Blanc, des paliers relativement stables, et puis tout à coup il va y avoir des compensations, puis après ça revient. C'est très étonnant. La maladie à corde de Lévy a un génie évolutif qui est très imprévisible d'un patient à l'autre, je trouve. L'aphasie progressive, vous avez des personnes qui vont avoir cette difficulté de langage. Serge en parlerait beaucoup mieux que moi, mais qui vont avoir ces difficultés de langage relativement isolées. Donc une vie quotidienne possible. Exactement. Alors c'est perturbant de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir exprimer sa pensée de façon subtile. C'est vrai qu'il y a un impact, il y a un handicap. Mais on continue à vivre. Il faut pas avoir des bons moments. Ils font les courses, ils désignent ce qu'ils veulent. On voyait Catherine Laborde faire des câlins à son petit-fils ou sa petite-fille. Voilà, il y a du bonheur encore. Non, mais absolument. Les aphasies progressives peuvent rester très longtemps avec un trouble de langage prédominant et être compatibles avec une autonomie pratiquement normale. Alors là encore faut-il que ce soit diagnostiqué. Pourquoi tant de généralistes, voire de gériatres, connaissent peu la maladie, notamment la maladie à corde de Lévy? Je ne sais pas si Frédéric Blanc est toujours avec nous. Je suis toujours là, vous m'entendez? Oui, alors dites-moi cette question. Pourquoi les gériatres, les généralistes... C'est assez simple, malheureusement, mais d'abord, c'est une maladie qui est de description récente, c'est-à-dire que ça fait à peu près 25 ans qu'elle a été décrite cliniquement. La première description claire internationale, c'est 1996. Donc, tout n'est pas passé, si vous voulez. Alors, vous allez me dire, 25 ans, c'est long, oui, moi je suis d'accord avec vous, mais on voit bien que les nouvelles maladies ont du mal à infuser quand même dans le milieu médical. En tout cas, c'est important d'avoir des émissions comme aujourd'hui pour pouvoir justement aider, faire passer l'information et faire connaître ces maladies, ne pas rester seul avec ces interrogations. Je vous laisse dire votre deuxième point et puis on va enchaîner avec la deuxième partie de cette émission. Le deuxième point, c'est que c'est une maladie qui est vraiment de diagnostic très clinique, je vous l'ai dit. Et là, si vous voulez, on est dans une ambiance médicale de plus en plus biologisante. Donc tout le monde attend le biomarqueur pour être sûr du diagnostic, etc. Mais il ne faudra pas l'attendre avec la maladie à corde de Lévy. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin développe tout son art pour faire le diagnostic clinique. Voilà. Donc c'est un point de vue, si vous voulez, qui est particulier et qui nécessite que l'art médical l'art clinique soit mis au premier plan pour bien diagnostiquer ces patients. Frédéric Blanc, Serge Béliard, un grand merci. Je me permets, mais vraiment, si je peux me permettre un tout petit mot, simplement, allez-y. c'est que dans l'évolution de ces maladies, il n'y a pas que les lésions qui interviennent, il y a aussi la manière dont on réagit à la maladie. Il y a tout un système de compensation, qu'on va dire de prévention secondaire, qui peuvent influer sur la maladie. Avoir un bon moral, avoir une bonne audition, avoir beaucoup d'activités et des activités nouvelles, ne pas avoir de stress, tout ça peut complètement influer sur l'évolution de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut être acteur aussi de l'évolution de la maladie. Il n'y a pas que les lésions qui interviennent. Il y a la compensation aussi. D'où l'importance de rejoindre une bonne équipe médicale spécialisée. Un grand merci, messieurs. Encore une question, Bruno Dubois. Est-ce qu'il y a un stade à partir duquel rester à la maison devient compliqué et il faut savoir passer la main, trouver une institution, ou est-ce que pas forcément? Bien sûr. Tout le monde souhaite que les patients puissent rester chez eux. Les patients eux-mêmes, les familles, la société.
Bon, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais parfois, ce n'est pas possible. Et il faut savoir passer la main parce que la personne est très, très agitée, parce que la personne est fugueuse, parce que la personne a des comportements agressifs. Eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre solution, malheureusement. Voilà, ne pas culpabiliser, trouver la Bien sûr. meilleure structure. Et là encore, on va vous donner des adresses pour vous aider à trouver des solutions grâce à cette boîte à outils avec laquelle vous repartirez à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Bruno Dubois. On va parler maintenant et je vais inviter nos représentants des familles de patients à s'installer à mes côtés. On va parler maintenant de la vie quotidienne avec ces maladies. Parce que beaucoup d'entre vous êtes probablement des personnes qui accompagnaient un proche touché par la maladie. À quelles aides peut-on prétendre? Jusqu'à quand peut-on rester chez soi? C'est un petit peu la question. Donc, nous allons en parler aujourd'hui avec Joëlle Schwarzwager, avec Dominique de Blanchard. Vous avez toutes les deux eu des maris qui ont été atteints de dégénérescence frontotemporale. Vous avez du coup fondé une association, c'était en 2009, parce que ce type de structure vous a beaucoup manqué. Alors, pour raconter en quelques mots vos histoires, Joëlle, vous étiez aux côtés de votre conjoint Gérard. C'était il y a 13 ans qu'il est décédé. Il avait 62 ans. Vous avez vécu pendant 18 ans avec la maladie. Et j'ai compris que vous avez assez vite compris que vos problèmes n'étaient pas ceux d'une maladie d'Alzheimer courante, d'une maladie d'Alzheimer fréquente. Et là, vous avez eu besoin de trouver de l'appui. Comment ça s'est passé pour vous? Prenez un micro et racontez-nous. Mon mari a été suivi à la... Alors, est-ce qu'on vous entend bien? Voilà, je veux juste m'assurer. Voilà, je vous écoute. Mon mari a été suivi à la Pitié-Salpêtrière par le professeur Dubois, d'ailleurs. Et nous avons été pris en charge par un psychologue, et ce qui nous a permis de nous exprimer sur la maladie, d'ailleurs, et de recevoir des aides, de rencontrer d'autres personnes qui étaient confrontées à cette maladie. Ah, il faut bien mettre le micro dans la bouche pour que tout le monde comprenne bien tout ce que vous dites. D'accord. Et donc, le fait de pouvoir partager a été d'une grande aide. Et c'est à l'issue de ces rencontres que nous avons pu fonder notre association. Donc, c'était des groupes de parole, c'est ça? C'était des groupes de parole au sein de la Pitié-Salpêtrière. Et ils recevaient à la fois les enfants, les conjoints et les malades. Parce que c'est toute la famille qui est touchée par ces maladies. Qui est impactée, effectivement. Dominique de Blanchard, votre mari Claude avait 70 ans. Il a été diagnostiqué en 2007. Le neurologue vous a dit, il n'y a pas de traitement, il n'y a rien à faire, au revoir. Alors, vous avez certainement pleuré un bon coup, mais vous avez tout de suite cherché une association pour vous aider. Et Dieu merci, vous parliez anglais, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose en France. Effectivement, oui. Le diagnostic avait été fait par un neurologue en ville, à Paris. Et après qu'il m'a dit ça, je suis allée voir ce que me disait Monsieur Google sur les DFT. Je n'ai pas été déçue du voyage. J'ai vu qu'il y avait une association américaine. Comme je parle anglais, j'ai regardé. J'ai vu qu'ils avaient un conseil scientifique. Donc, j'aurais envoyé un mail en leur disant, voilà, j'habite à Paris, en France, parce que les Américains, il faut préciser, Paris, c'est pas toujours, ils ne savent pas toujours que c'est en France. Et est-ce que parmi vos conseils scientifiques, quelqu'un connaît un spécialiste des DFT en France? Et c'est l'association américaine qui m'a envoyé à la Pitié-Salpêtrière où donc mon mari a été suivi par le professeur Dubois. Alors heureusement, notamment grâce à vous, les choses n'en sont plus là aujourd'hui. Il y a des structures françaises. Mais racontez-moi, quels étaient les comportements les plus inhabituels, les plus anormaux dans la vie quotidienne avec votre conjoint? Alors, déjà, je voudrais dire une chose. Nous nous appelons France DFT. À l'époque, quand nous nous sommes créés, le mot DFT était utilisé souvent encore en termes génériques. En réalité, si nous créions l'association maintenant, on s'appellerait France DLFT. Parce Dégénérescence lobaire frontotemporale, qui regroupe à la fois les DFT comportementales et les APP. Mon mari a été atteint, lui, ce qu'on appelle une démence sémantique. Donc, c'était les mots qui lui manquaient. Dans le plus difficile, il y avait les comportements inhabituels, les jugements erronés et la désinhibition. Est-ce que vous pouvez nous donner des illustrations de ce type de problème au quotidien?
Il faut prendre voilà, votre micro. J'ai quelque chose de violent. J'allais me promener avec ma fille et mes petits-enfants au jardin du Luxembourg. Et mon mari a envie de faire pipi. Et il s'est déboutonné et il a fait pipi à travers les grilles du jardin du Luxembourg. Je dois vous dire que nous, on a continué notre chemin tellement on était mal à l'aise. Voilà, donc ça, c'était la maladie, bien entendu, qui expliquait ça. Hein. Bien sûr. Et dans le jugement erroné, vous m'avez parlé de, par exemple, une difficulté à gérer l'argent, la vie quotidienne. Alors, à gérer l'argent, oui. C'est-à-dire que, par exemple, chose curieuse, mon mari allait faire des courses. Alors, il n'allait pas dans les magasins où nous allions, il allait dans un supermarché. Parce que dans un supermarché, il pouvait montrer ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas l'exprimer, mais il pouvait montrer ce qu'il voulait. Il n'a jamais eu de problème lorsqu'il payait avec une carte de crédit. Il s'est toujours souvenu du code de sa carte de crédit. Mais si on lui disait « vous nous devez 10 €, il pouvait aussi bien donner un billet de 20 € et s'en aller, ou donner un billet de 5 € et attendre la monnaie. Parce que ça, c'était quelque chose qu'il ne voyait plus, qu'il ne comprenait plus. Il y avait donc besoin de vous au quotidien, oui, tout le temps. Oui. Mon mari était quelqu'un qui avait des principes. Lorsqu'il coupait sa viande, il coupait la viande, il posait le couteau, et il allait prendre sa fourchette avec la main droite. Dans un stade qui a commencé à être très avancé de la maladie, il essayait de manger le potage avec une fourchette. Ou même il mangeait avec ses doigts. Quelles sont les demandes les plus fréquentes auprès de l'association aujourd'hui ? Alors elles sont, Joël pourrait en parler peut-être aussi un peu mieux, mais... on entend beaucoup dire qu'il y a malheureusement encore beaucoup de médecins qui n'écoutent pas l'aidant. Or, comme l'a si bien rappelé le professeur Dubois, souvent, l'aidant, il est là tout le temps. Il est bien placé. Il est bien placé. Il se rend compte de petites choses qui, si ces petites choses sont répétées au médecin, le médecin va pouvoir peut-être en tirer des conclusions, des conséquences, de nouvelles informations. Donc, ce qui reste encore, c'est l'errance de diagnostic, même si elle est beaucoup moins longue oui, que ce que nous avons connu. Oui, vous me disiez en préparant cette émission qu'elle est passée de 8 ans à... à l'époque, oui, mon mari, c'était 7-8 ans. Et aujourd'hui, on est maintenant, on est à 3 ans, professeur Dubois à peu près. Je crois que voilà, c'est quand même... Entre le moment où on se dit il y a un truc un peu bizarre et le moment où on met le nom sur la maladie. Voilà, et ça, c'est un grand progrès. Ça, c'est un grand progrès. Vous avez dans votre conseil scientifique très prestigieux des intervenants et des collègues de Lille, de Marseille, de Rouen. C'est important d'être représenté sur l'ensemble de la France ? C'est primordial. C'est primordial. Alors nous, comme nous sommes créés grâce, comme l'a dit Joël, donc un peu aux équipes de la Pitié-Salpêtrière, qui est le centre de référence des démences rares et précoces, nous sommes aussi beaucoup en contact avec les centres de compétences qui sont répartis à travers la France et dans lesquels nous essayons, en période hors Covid, d'organiser des réunions pour les aidants. Ne pas rester seul surtout, ça c'est un message important aussi. Oui. Et oser en parler, oser poser des questions. Et Joël, qui répond régulièrement sur notre plateforme téléphonique, pourrait compléter sûrement mieux encore les questions qui sont le plus souvent posées. Effectivement, l'essentiel, c'est ce que tu dis. Après,
C'est tellement varié. On me demande souvent aussi la durée de la maladie, qu'est-ce qu'il va se passer. Oui, anticiper. Alors, vous n'êtes pas docteur et j'imagine que c'est pas facile. Mais en tout cas, il y a une voix qui répond au téléphone et ça doit être tellement précieux quand on est au fond du gouffre. On va écouter ensemble le témoignage. Restez là. On reste ensemble. On va écouter juste ensemble le témoignage de Jérôme Gressier qui a aussi une expérience d'aidant et on reprend notre discussion ensemble dans une seconde. Au départ, je me suis dit, tiens, ça doit être peut-être un problème un peu passager. Donc, si bien les enfants, nos filles, que moi-même, on ne s'est pas attardé à ce problème de nommage d'animaux ou d'objets. Mais c'est un peu plus tard, en fait, à son travail, elle a été convoquée pour un entretien préalable à licenciement. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'en fait, on a consulté le médecin traitant, qui a ensuite orienté vers un neurologue, donc dans la région donc de l'Essonne où on habite. Et donc après quelques examens, le diagnostic s'est orienté vers une maladie neurologique, qui a été ensuite confirmée à la Pitié-Salpêtrière. Alors déjà dans le cercle familial proche, alors il y a mes filles qui sont grandes, qui ont 21 ans et 17 ans, qui jouent un rôle très, très proche en fait, de cohésion de la famille. De par les visites qui sont faites, comme par exemple aujourd'hui à l'hôpital, j'ai la chance de pouvoir rencontrer une assistante sociale qui donne des conseils et qui oriente vers des personnes qui peuvent nous aider, comme par exemple une juriste qui accompagne beaucoup aussi par rapport à la relation avec l'employeur. Également la psychologue qui nous conseille sur la manière d'aborder le problème. Jusqu'à présent, la maladie est plutôt stable en fait, même si les premiers signes se sont manifestés maintenant il y a plus de 3 ans. Mon épouse travaille avec l'orthophoniste 2 fois par semaine, donc elle travaille tous les jours, elle fait des exercices sur les mots, sur le vocabulaire, dans les dictionnaires, etc. Et elle arrive à maintenir un certain niveau. Et une chose que j'aimerais bien aussi développer, c'est que mon épouse puisse, par exemple, une journée par semaine, passer du temps avec des personnes qui souffrent du même type de pathologie pour échanger et puis aussi pouvoir rencontrer d'autres personnes, avoir un lien social. Donc en fait, ça, c'est une expérience que je souhaite à personne. Par contre, c'est une expérience dans laquelle j'ai beaucoup appris. Ce qui est important finalement, c'est les relations humaines, le bien-être des gens, etc. Donc en fait, on prend un peu de distance et un peu de hauteur par rapport au quotidien. Trouver du relais, trouver une structure pour accueillir nos proches pendant une journée ou pendant plus longtemps, c'est également des questions qui reviennent très souvent dans votre association. Tout à fait, oui, c'est certain. Alors les structures, accueil de jour, accueil temporaire, ça encore, c'est relativement facile à trouver. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure avec le professeur Dubois, quand on ne peut plus rester à la maison, là, pour les malades atteints de DLFT, c'est beaucoup plus compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des malades jeunes et des structures spécifiques pour des malades jeunes qui ont des troubles du comportement. Il n'en existe pas beaucoup en France. Il nous en manque énormément. Philippe de Linares, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association des aidants et malades à Cordes-Lévy. Votre femme a été diagnostiquée tardivement. On a cru à une dépression, on a cru à une maladie de Parkinson. Et en fait, ce n'était pas ça. Cette errance diagnostique, elle a été difficile à vivre ? Oui, elle a été difficile à vivre parce qu'en plus, les troubles avaient commencé très longtemps auparavant, au moins une dizaine d'années. Et le premier diagnostic, comme vous disiez, c'était une dépression. Et pour soigner cette dépression, on a administré des antidépresseurs. Ce que nous a dit tout à l'heure. Et on en a rajouté. Et comme ça ne marchait pas, on a recommencé avec d'autres antidépresseurs. Ça allait de moins en moins bien. Et finalement, c'est un cardiologue qui a conseillé à ma femme de consulter un neurologue, ce que nous avons fait. Et là, la neurologue a dit, mais oui, c'est évident, c'est une maladie de Parkinson avec dépression. Et donc, on a expliqué les troubles de comportement et les troubles cognitifs par la dépression et les effets secondaires des médicaments. Donc, si vous voulez, pendant longtemps,
pendant des années, on a gardé ce diagnostic de Parkinson plus dépression. Et finalement, un peu comme Madame de Blanchard, moi je suis allé sur Internet et j'ai vu sur les sites américains et canadiens les symptômes de la maladie à Cordes-Lévy qui correspondaient exactement à ce qu'avait ma femme. En particulier, elle me prenait pour un sosie, on l'a dit tout à l'heure, le syndrome de Capgras, des fluctuations absolument phénoménales qui sont très difficiles à vivre pour les familles, évidemment. Et je me suis dit, je suis allé voir la neurologue en tête à tête, et puis je lui ai dit, écoutez, pour moi, il y a vraiment autre chose qu'une maladie de Parkinson. C'est une autre maladie. Il faut écouter les familles, c'est vraiment important. Hein, absolument. Et puis, donc, elle a admis que ça pouvait être une maladie à Cordes-Lévy. Et pendant vous voyez, il y a quelque chose de très significatif. Pendant qu'elle était hospitalisée pour diagnostic, il y a une infirmière qui, dans le couloir, était avec moi et me dit, vous savez, monsieur Linares, il faut que je vous dise, je ne devrais pas vous le dire, mais il faut que je vous le dise quand même maintenant, on est sûr que votre femme, elle simule. Je dis, ah bon, pourquoi? Et je lui dis, elle me dit, mais ce matin, elle était grabataire, elle ne pouvait pas parler, elle était complètement perdue. Et regardez, maintenant, elle est dans le couloir, elle parle avec la neurologue comme vous et moi. Je peux vous dire que ça fait un choc. Ça, c'est très significatif, des fluctuations qui ne sont même pas perçues par du personnel soignant dans un service de neurologie dans un grand hôpital parisien. Et ça peut parisien. être d'une minute à l'autre. Et ça, d'une minute à l'autre, absolument. Et elle en avait conscience, ma femme. Mais vous avez vu Catherine Laborde tout à l'heure, elle explique très bien. En plus, ce sont des malades qui sont très, très anxieux, ce que disait tout à l'heure le professeur Dubois. Mais de grande sensibilité. Et d'une hypersensible. Alors, vous avez des malades très fluctuants, très anxieux, hypersensibles et très lucides. Mais vous savez, ça fait un cocktail qui, quand vous n'arrivez pas à calmer cette anxiété, eh bien, vous avez des gens qui ont des troubles du comportement. Et ça va très vite après, ces troubles du comportement. Ma femme me prenait souvent pour un sosie malveillant, ne supportait plus ma présence, s'enfermait de peur que je vienne. Vous voyez à quel point c'est très difficile à vivre. Et alors, comment est-ce qu'on fait justement pour survivre et pour accompagner au mieux cette personne qu'on aime? La meilleure chose à faire, c'est de connaître au mieux la maladie. Et je crois, par expérience, on le voit dans notre association, d'abord les personnes atteintes de la maladie à qui on a bien expliqué les symptômes et les symptômes qu'ils peuvent avoir, même s'ils ne les rencontrent pas encore, quand ils sont bien compris leurs symptômes, eh bien, ils les vivent beaucoup mieux quand ils arrivent. Mais ma femme, les premières hallucinations, elle me disait « je perds la tête, je ne comprends pas ». Alors que maintenant, nous, dans notre association, on a des malades qui disent « moi, quand je vois passer une souris, je ne sais pas si c'est une hallucination ou une vraie souris, donc j'appelle mon chien, et s'il aboie, je sais que c'est une vraie souris ». Donc vous voyez qu'ils peuvent prendre de la distance par rapport à ces symptômes à partir du moment où ils sont prévenus. Et vous voyez, Catherine Laborde, c'est tout à fait significatif, elle parle très bien de sa maladie, elle connaît les symptômes, de temps en temps ça ne va pas. Et bien, quand ça ne va pas, c'est comme un orage, on fait le dos rond, et quand ça va bien, on essaie de profiter de la vie. Voilà, donc moi si vous voulez, quand je me suis tourné vers les grandes associations, parce qu'on m'a dit, la maladie à Cordes-Lévy, c'est une maladie apparentée à Alzheimer. Allez voir les associations, grandes associations d'aidants de malades d'Alzheimer. Et là, j'ai demandé à rencontrer des familles concernées par la maladie à Cordes-Lévy. On n'en a pas trouvé. Et là, j'ai découvert qu'il y avait 180 000 malades, quelque chose comme ça. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Une maladie si fréquente, on n'est pas capable de se voir ensemble. Je me sentais complètement isolé. Et là, j'ai dit, il faut sortir de l'isolement. On a commencé par créer un réseau d'aidants, soutenu d'ailleurs par les grandes associations Alzheimer et Parkinson. Parce que la maladie à Cordes-Lévy, elle est apparentée Alzheimer, mais elle est apparentée Parkinson. Alors, la confusion, elle est totale. Le résultat, c'est que, à mon avis, cette terminologie de maladie apparentée n'est pas bien adaptée. Maintenant que ces maladies sont connues, elle dessert peut-être la maladie. Absolument. Donc, on a décidé, pour éviter la confusion avec ces grandes maladies, de créer une association indépendante. C'était il y a à peu près 3 ans. Et les demandes explosent. C'est ça. Vous êtes une jeune association extrêmement sollicitée, ce qui souligne l'importance des besoins, mais ce qui souligne aussi le fait que les familles savent que vous existez et ont compris qu'il ne faut pas rester seul. Ça, c'est un message important à leur passer. Je crois que c'est vraiment
On est là, l'association des aidants et malades à Corde-Lévy, avec bien sûr notre documentation, des groupes de parole, on fait des visioconférences, de la formation pour les aidants. On a maintenant une psychologue qui est au sein de l'association qui connaît très bien la maladie à Corde-Lévy. Vous avez vu que le président de notre comité scientifique, c'est le professeur Frédéric Blanc, qui lui-même connaît très bien la maladie. Donc je crois qu'il faut sortir de l'isolement. Et donc, une fois qu'on est entre pairs, si je puis dire, entre aidants, eh bien, on peut trouver des bonnes raisons d'accompagner le moins mal possible des malades qui eux-mêmes sont en grande difficulté et qui seront d'autant plus apaisés que leurs aidants connaissent bien la maladie et peut à ce moment-là les accompagner partager de l'information, partager de l'expérience. Les gens se retrouvent sur le terrain, s'appellent, ça se passe par Internet. Comment ça se passe? Oui, alors ça se passe beaucoup par Internet, grâce à la Covid, si je puis dire. On avait organisé des réunions d'aidants et des formations d'aidants en présentiel. Avec la Covid, on a organisé ça en visioconférence. Et on continue maintenant en visioconférence et en présentiel aussi dans certaines régions. Mais ça facilite quand même beaucoup la partie logistique. Ça évite pour des aidants particuliers qui ont du mal à se libérer de l'accompagnement de leurs proches, qui n'ont pas beaucoup de temps, et bien de pouvoir échanger avec d'autres. Et grâce à la visioconférence, ça fonctionne assez bien. Et puis quand une situation nous échappe, j'imagine que c'est pareil avec votre association, quand on se sent perdu, quand on craque, on sait qu'il y a quelqu'un au bout du fil qui va comprendre ce qu'on vit parce que la personne au bout du fil a vécu la même chose ou a vécu une situation probablement similaire. Tout à fait, c'est exactement, ça. Comme pour la DFT, on a une ligne téléphonique avec des gens qui sont tous des anciens aidants qui connaissent particulièrement bien la maladie et tout ce qui peut arriver et qui répondent pratiquement en temps réel à toutes les questions. Alors Dominique, vous m'avez dit que votre prochain congrès 2022, congrès international, aurait lieu à Lille et à Paris. Alors, attention, je remets les choses dans leur juste valeur. Nous avons une fois par an une journée nationale des DLFT qui se tient à l'Institut du cerveau de la moelle épinière à Paris, dans le cadre de l'hôpital César. Cette année, la France reçoit le congrès biennal, qui est un congrès scientifique, sur les DFT conjointement à Lille et à Paris. Et dans le cadre de ce congrès, qui est un congrès de 3 jours, plus une journée à Paris, qui est un congrès, je le répète, un congrès international scientifique, il y a une journée qui est réservée aux aidants. Donc, notre journée à nous nationale sera intégrée dans cette journée des aidants qui donc aura lieu début novembre. Et alors vous êtes tous les 3 des bénévoles et le bénévolat assez formidable. Vous avez perdu vos conjoints, ça fait déjà quelques temps, mais vous êtes quand même très engagés. Et naturellement, si parmi vous il y a dans les familles de personnes concernées des personnes qui sont disponibles et qui acceptent de donner un petit peu de leur temps, alors elles seront accueillies, mais alors vraiment à bras ouverts, je crois qu'on peut le dire. Oui, alors on a vraiment besoin de ces bénévoles. Je crois que je parle au nom de tout le monde, si je puis dire. Oh oui. Pour ce qui concerne la maladie à Corde-Lévy, je voudrais rappeler que, compte tenu du nombre de malades, 180 000 à peu près, dont les 2 tiers ne sont pas diagnostiqués, chacun connaît quelqu'un qui est atteint de la maladie à Corde-Lévy ou qui connaît quelqu'un atteint de la maladie à Corde-Lévy et qui ne le sait probablement pas parce qu'il n'est pas diagnostiqué. Ça, il sera bien content d'avoir une association qui pourra l'aider. Voilà, c'est important de passer le relais. Un grand merci à vous. Donc, on peut vous retrouver dans le cadre de vos associations. Comme je vous le disais, merci beaucoup, je vous laisse vous asseoir. Comme je vous le disais, l'ensemble de ces informations et toutes ces adresses, vous les retrouverez dans notre boîte à outils qui est disponible sur le site sur lequel vous regardez cette émission et vous y trouverez des adresses,
vous y trouverez des contacts, vous y trouverez notamment par exemple le petit guide des aidants par la Fondation Recherche Alzheimer qui est vraiment bourré d'infos pratiques. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Pour conclure, je vais demander, mais voilà, il arrive au président de la Fondation. Directeur, oh là là, je me suis trompée. Jean-Luc Angélis, encore beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions dans cette... on les écouterait pendant des heures, on a envie de partager et c'est important que ces associations soient là et c'est important que vous organisiez des émissions comme celle-ci pour diffuser ces informations, pour redonner de l'espoir et pour dire que tous ensemble, on avance. Merci Agnès. Je tiens évidemment à souligner d'abord toute la reconnaissance que nous avons à la Fondation Recherche Alzheimer pour les chercheurs qui mènent un travail admirable, qui ont témoigné ce soir. Je ne vais pas les citer parce que j'ai pas ma liste sous le nom, et à différence de Bruno Dubois qui est parmi nous en direct ici, je n'ai pas les visages qui s'affichent sur l'écran. Mais ce travail qu'ils font, qui est un travail de longue haleine, un travail de patience, un travail d'obstination, avec beaucoup d'échecs pour des petites lumières. Je crois que c'est Richard Lévy qui disait « des traits de lumière apparaissent ». Eh bien, en fait, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder les lumières qui apparaissent plutôt que de maudire les ténèbres. Ça, c'est évident. On a vu des maladies qui sont improprement appelées maladies apparentées, et j'ai entendu ce que nous disait Monsieur de Linares. Je partage cette conviction. Il n'y a pas de maladie apparentée, il y a des maladies vraiment spécifiques qui nécessitent des recherches spécifiques. Donc démence frontotemporale, aphasie primaire progressive, maladie à corps de Lévy. On pourrait en citer d'autres, il y en a d'autres. Mais déjà, ce travail que nous menons ensemble à la Fondation aussi, de soutenir des travaux de recherche sur ces maladies aussi, et pas seulement sur Alzheimer, même si Alzheimer reste notre grande action, notre grand investissement, c'est important. Parce que derrière une maladie, derrière des chiffres, il y a des personnes que nous aimons, et ces personnes-là, on souffre de les voir atteintes de ces maladies. Alors moi, j'ai envie de dire ce soir le mot de la fin, c'est le mot de la fin qu'on m'a confié, c'est que nous avançons tous ensemble, et la présence à la fois de personnes qui ont eu des proches atteints de ces maladies, dites apparentées, je ferai très attention à l'avenir quand j'emploierai ce mot. Ce sont des personnes aussi qui ont monté des associations spécifiques, et on engage vraiment tous ceux qui le peuvent à rejoindre ces associations. C'est un combat que nous menons tous ensemble. Nous, on dit qu'on va mettre Alzheimer KO un jour, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas qu'Alzheimer qu'on doit mettre KO. Il y a toutes ces maladies. Alors, démence frontotemporale, je les recite, aphasie primaire progressive, maladie à corps de Lévy. Alors, beaucoup de découvertes ont été faites, quand même, depuis quelques années. Je fais très attention, il y a Bruno Dubois qui me contrôle, voilà, mais on n'a jamais fait autant de découvertes depuis 10 ou 15 ans, mais évidemment, il reste encore beaucoup de découvertes à faire. Le cerveau, je l'ai appris de tous les chercheurs que je côtoie, est quand même extraordinairement complexe, voilà. Et ce soir, pour cette deuxième édition des entretiens digitals, qui sont nos entretiens Alzheimer, mais en ligne, on est très content d'avoir pu aborder cette thématique qui est peu évoquée, comme c'était mentionné par ceux qui m'ont précédé sur cet espace de témoignage. Et c'est important, parce que c'est un combat. Je crois que quand on apprend quelque chose sur Alzheimer ou sur la maladie à corps de Lévy ou autre, ça enrichit aussi la connaissance d'autres maladies dites apparentées. Je fais toujours attention à ce que je dis. Donc voilà, je tiens à remercier aussi tous nos éditeurs. Ils sont très nombreux, tous les internautes qui se sont connectés. C'est formidable de voir cette mobilisation. On a démarré à plus de 700, c'est assez incroyable. C'est incroyable, ça montre qu'il y a quelque chose à faire. Et voilà, je voudrais dire à tout le monde, les chercheurs ne baissent pas les bras, les familles se battent et ne baissent pas les bras, et nous ne baisserons pas les bras jusqu'à aller jusqu'au bout, jusqu'à avoir des traitements. Mais voilà, ça sera encore un long chemin, âpre, difficile, mais on se bat. Merci beaucoup à vous tous, bon courage et restons solidaires.